Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Partagez, commentez, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté. Ça fait un bout de temps que je suis votre émission. C'est une très belle initiative, une émission qui me fortifie beaucoup, qui me permet de prendre mes dispositions face à certaines situations. Et je viens là vous raconter ma petite histoire. J'ai 3 enfants. Les 2 premiers enfants, quand je devais les mettre au monde, j'en ai souffert terriblement, terriblement. Le travail a duré pratiquement une semaine. Et pendant cette semaine, j'ai souffert énormément. Par la grâce de Dieu, on ne m'a pas fait de césarienne. Mais il a fallu qu'on déclenche pour que les enfants viennent. Et c'était terrible, c'était difficile. Et quand j'ai pris la grossesse de ma dernière fille, c'était la peur. J'étais vraiment effrayée. Je me suis dit que la même chose allait se reproduire. Donc, je n'étais pas tranquille du tout. Je faisais même des médicaments traditionnels avec celui des Blancs pour éviter que la même chose qui m'est arrivée pour les 2 premières grossesses se reproduise. Et au 9e mois, presque au 9e mois, en rêve, mes grands-mères, des personnes que je ne connais pas, elles se sont présentées à moi en rêve. Elles ont dit leur nom. Elles ont dit qui elles étaient pour moi. Et ce sont des personnes que je ne connais pas. On ne m'a jamais parlé de ces personnes-là, sauf d'une seule. Elles m'ont dit, cette fois-ci, nous allons t'aider et tu vas accoucher sans problème. Parce que nous sommes tes grands-mères, nous veillons sur toi. Cette fois-ci, là, tu n'auras pas de problème à l'accouchement. Et puis, je me suis réveillée. À mon réveil, je dis à ma mère, maman, tu connais telle personne. Elles étaient 3 dames, 3 vieilles femmes. Tu connais telle personne et telle personne. Elle dit, mais toi, tu les connais où? J'ai dit, non, je les ai vues en rêve. Elle m'a dit, ah, ce sont tes grands-mères. Ce sont tes grands-mères, la femme de ton grand-père et sa rivale et la femme de ton grand-oncle. Mais comment tu as su ça? Il dit non, elles m'ont parlé en rêve. Elles m'ont dit, elles vont m'aider pour l'accouchement. Que cette fois-ci, je ne vais pas souffrir. Je vous assure, DMG. Quand le travail a commencé, je suis restée à la maison. Je ne voulais pas partir à l'hôpital parce que je disais à ma maman, ça sera comme les autres là. On va partir à l'hôpital, on va rester des jours et des jours. Et je ne veux pas aller à l'hôpital. Et à un moment donné, mon ventre me faisait assez mal. Maman dit, lève-toi, on va aller à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, il était 16h. J'ai accouché à 16h03. C'est-à-dire, 3 minutes après mon arrivée, j'ai accouché. Et quand je suis rentrée, maman m'a dit vraiment, tes grands-mères t'ont vraiment aidé. Et comme on le fait chez nous, elle a pris de la boisson, elle a versé, elle a parlé et elle leur a dit merci. Pour vous dire que nos parents qui sont décédés, de là où ils sont, ils veillent toujours sur nous. Ça, c'était ma petite histoire. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés et qui contribuent à ce que cette chaîne-là
continue à nous édifier. Donc abonnez-vous, likez et puis voilà, et que la chaîne s'agrandisse. Je n'ai pas besoin de me présenter. Voilà, j'ai une histoire qui va, j'espère, édifier tout un chacun. Et donc tout de suite je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est une histoire qui m'a été racontée par un jeune de mon quartier. Il m'a dit qu'une fois il est allé à l'intérieur du pays. Ils étaient allés faire un travail puisque c'est un ouvrier. Ils arrivent dans un village et les gens qui les ont accueillis sur place vont naturellement leur indiquer qu'est-ce qu'il fallait faire et où il ne fallait pas faire dans ce village-là, puisqu'ils sont arrivés vers le soir 17h autour, et ils ont dit que voilà, dans ce village-ci, on ne pile rien la nuit. Donc, c'est-à-dire il faut rien piler la nuit. Absolument pas, même si tu as faim, je ne sais comment, tu ne dois rien faire. Et donc lui, le soir venu, comme il aime bien manger du piment, on lui a donné à manger, il y avait du piment, et il voulait bien écraser cela. On lui a dit, tu ne peux pas écraser ça. S'il faut que tu piles seulement, tu n'as pas le choix, tu dois manger ça comme ça parce qu'ici c'est interdit. Et en citadin qu'il est, il n'a pas pris tout ça au sérieux, il est sorti dans un coin, c'est lui-même qui explique, de la maison. Comme il a voulu mélanger son piment avec du sel. Il dit, j'ai tapé un premier coup. Il dit, quand j'ai tapé un premier coup, j'ai entendu le tonnerre. Mais pourtant, la nuit était plutôt calme. Il n'y avait pas de pluie qui menaçait d'une manière ou que ce soit. Il était surpris. Sur le coup, il a dit, est-ce que c'est parce qu'on m'avait dit que c'était interdit que le truc là a sonné comme ça? Il a dit, non, je pense pas. Il a tapé une deuxième fois. Et il a entendu ça. Il a lâché ce qu'il tenait. Il a compris que ça venait de là. Et sur le coup, quand il est rentré dans la maison, la personne qui les a accueillis est sortie. Il lui demande, mais ils se sont croisés pendant que lui il rentrait dans la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de ne pas taper quelque chose la nuit ici. Tu n'as pas compris? Il dit, il était gêné. Il ne savait pas. Pour lui, il se disait que c'était des histoires de villageois et que ils affabulaient, quoi. Et il dit qu'ils ont dormi, il a mangé le temps de se reposer avec le voyage qui était lent. Tard dans la nuit, on a toqué chez eux et c'est le chef du village qui était là. Il a dit, il a appelé le monsieur qui les avait accueillis et il lui a dit, vous avez accueilli des gens ici dans le village et vous n'avez pas pris le soin de leur expliquer comment ça marchait ici. Et le gars a dit non, on avait expliqué, mais les gens qui viennent du village, voilà, ils n'écoutent pas toujours. Donc, il l'a fait sortir et le chef lui a donné quelques conseils et il lui a dit que vous avez tapé pour une deuxième fois, vous avez eu de la chance. Ce serait tombé sur vous, mais c'est parce que les esprits ont compris que vous ne saviez pas ce que vous faisiez au fait. Et que vous n'avez pas reçu ça sur vous. Et il a dit, il transpirait sur place. Le chef du village était venu là pour lui. Et donc voilà, c'était un peu ma petite histoire. J'en aurai d'autres d'ici là. Et sinon, c'est un plaisir de partager tout ça et puis de grandir ensemble dans la connaissance de ce monde dans lequel nous vivons. En tout cas, vous allez dans un village. Le seul conseil, c'est que vous allez dans un village. Si les gens marchent nus, marchez nus. Ils marchent avec un œil, fermez l'autre œil. Voilà, quoi. Suivez le conseil parce que ça peut vous sauver la vie. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Merci de liker, de partager. C'est important. C'est important, c'est très important. Cette histoire-là m'a beaucoup marqué. C'est une toute petite histoire, mais c'est pour souligner, pour dire. Les gens, nous les femmes, on a l'habitude d'aller dans les salons de coiffure, dans les petits endroits pour aller faire nos ongles là. De faire attention, de faire très attention. Donc c'est pour souligner sur ça. De faire très attention.
Donc, DMG, avant que je ne vienne dans ce pays-là, j'avais pris une nouvelle maison. Bon, quand je dis une nouvelle maison, genre, louer une maison, quoi. J'avais pris une chambre dans un quartier précaire. Bon, étant là-bas, là, c'était le travail, la maison, travail, la maison, le travail, la maison, le travail, la maison. Donc, dans ce quartier, il y avait une jeune femme qui avait fait un hangar où elle faisait les ongles. Elle faisait les pédicures, manucures, soins de visage, tout ça, elle faisait tout ça. Moi, je la remarquais au quartier, elle avait beaucoup de clientes. DMG, la femme avait beaucoup de clientes. Il arrivait même que souvent, même en plein sommeil, même les cris, les palabres dans le coin de la femme là qui faisait les ongles. Tout le temps, il y avait les disputes entre les clientes, ou bien soit c'est la femme qui fait palabre avec ses clientes. Tellement il y avait du monde, elle refusait des filles même. Elle faisait même souvent des disputes, même bêtes, même avec ses clientes, juste pour les chasser. La femme là avait beaucoup de clientes. Moi, de nature même, je n'aime pas faire les ongles. Parce que ça me gênait, quoi. Mais à chaque fois que je passais comme ça, la femme me disait que hé, jolie femme, toi là, tu ne veux pas venir faire tes ongles chez moi ici, hein? Oui, tu t'en fais ça ailleurs. Je lui disais que non, que c'est le truc que moi, mais je n'aime pas. Elle me disait non, aïe, arranger tes ongles là. C'est un truc qui est bizarre dans ta tête, quoi. Je tenais à préciser que la femme n'était pas ivoirienne, elle était burkinabé. Donc, elle disait que non, moi je n'aime pas ce genre de truc-là. Mais il arrivait que quand mes copines venaient chez moi à la maison et qu'on venait s'asseoir devant la porte, qu'elle voyait du monde dans le salon, dans le petit coin de la femme là. C'était un truc ouvert, c'était pas fermé. C'était un hangar qu'elle avait placé et puis tu pouvais la voir en train de travailler même. C'est comme ça. Moi, mes copines, je partais souvent les accompagner. J'appréciais. Mais dire faire maison, ça ne me tentait pas à chaque fois. Mais c'est comme ça, la dame la refusait toujours des clients. Elle faisait des palabres. Souvent, même les clientes se battaient entre elles. Non, je suis venue la première. Non, moi, je suis venue avant toi. C'est rentré, c'est sorti ici. Et puis un jour, j'ai eu un petit rendez-vous. J'ai voulu faire maison. Je suis partie. Et DMG. La femme était contente de faire maison. Elle était contente. Elle a commencé à me dire que non, que oui. Elle me voit dans le quartier ici, c'est toujours bien habillée. Mais pourquoi je n'aime pas venir faire maison chez elle? Je lui disais que non, que c'est quelque chose. Mais moi, comme je n'ai pas grandi avec les femmes là, ce genre de trucs là, je trouve que non. Ça va trop peser sur mes doigts. Elle me dit non, que tu peux faire ça simplement pour mettre le vernis simplement. Tu n'as pas besoin de poser vraiment des ongles, des faux ongles. Je lui disais que ok, d'accord. Donc ce jour-là, j'étais allée juste pour faire mes ongles naturels. La femme l'a insisté, non, faut poser des ongles, faut poser des faux ongles. Tellement la dame a insisté, j'ai accepté. La dame a placé les faux ongles sur ma main. Sur la couleur que j'avais choisie, il voulait une couleur simple ou genre un peu transparent pour faire comme si c'était des vrais ongles. La femme l'a insisté pour que je puisse mettre elle sa couleur qu'elle voulait. Elle a insisté. C'est comme ça qu'elle a mis sa couleur. J'ai payé, je suis partie. C'était la première fois. Maintenant, la deuxième fois que je suis repartie chez la dame pour faire mes ongles, je passe ma main en haut. Je ne sais même pas ce que j'ai dit d'extraordinaire à la femme. Pouf, la femme s'est éclatée, elle a commencé à me suter. Oui, il ne faut plus, je ne veux pas faire tes ongles aujourd'hui. Oh, ce jour-là, c'est tombé que non, j'étais la troisième cliente. Elle me dit non, elle n'est pas encore prête. Que non, elle vient d'ouvrir le coin. Donc, elle doit nettoyer son coin, tout ça. Je lui disais que mais il y a que deux femmes qui sont là, elles sont fait leurs ongles. La femme m'a crié non, je dis je ne veux pas. Faut même pas t'asseoir ici. Faut quitter là. Faut partir là. Commence à me suiter. Il ne rien dit d'extraordinaire. La bonne dame a commencé à m'insulter, me traiter de tous les noms, me chasser même de son coin. C'est comme ça, j'ai pris ma honte. Je suis retournée chez moi à la maison. Mais j'ai gardé ça dans mon cœur. Pour te dire la vérité, j'ai gardé dans mon cœur. Et je disais même que non, le jour que non, si je passe qu'elle me salue ce jour-là,
Je vais cracher sur elle, l'insulter comme rien. J'ai gardé, oublié même, j'ai oublié l'histoire même passée. Et un jour comme ça, moi j'étais à la maison comme ça. Et une dispute qui a éclaté dans le coin de la dame, là, bavardage. Les histoires comme ça. C'est comme ça que j'ai sorti à mes voisines pour aller regarder, pour écouter. À notre grande surprise, on arrive là-bas. C'était une dame qui était venue réclamer ses oncles. TMG. Une dame qui est venue réclamer ses oncles que la femme avait coupé. La femme est venue réclamer ses oncles. Je ne comprenais pas. Quelle histoire? Tu viens réclamer tes oncles comment? La dame dit, celle que vous voyez assise là, elle n'est pas simple. Je suis venue réclamer mes oncles. Là où elle envoie mes oncles, qu'elle va là-bas chercher mes oncles pour me ramener. Sinon, elle va voir. Pendant ce temps, la dame, c'est-à-dire la femme qui fait les ongles, bavardait, criait, bavardait. La dame était dessus. Elle a dit, elle veut ses ongles. Elle dit, elle veut ses ongles. Tant qu'elle n'a pas eu ses ongles, elle ne bouge pas. La dame bavarde, les deux disputent. Les gens viennent demander, il y a quoi? Tout le monde est arrêté, tout le monde est étonné. Ah, madame, ici, là, la femme ne fait que couper les ongles pour nettoyer puis mettre le vernis. Dans quel coup, toi, tu demandes tes ongles? La femme dit, elle veut ses ongles. Que si la dame ne lui donne pas ses ongles, elle va voir. Aïe, bavardage ou explication. La dame dit, mais les ongles, je vais prendre pour faire quoi? Je vais les manger. Tu crois que je prends pour faire quoi? C'est quoi même? Quand vous voulez commencer votre sorcellerie, là, c'est comme ça que vous venez gâter le marché des gens. Vous sentez faire mes ongles ici, là. La jalousie vous anime. Tu as quitté chez toi là pour venir dire que tu veux tes ongles. C'est quel ongle tu veux? Hein? C'est quel ongle tu veux? La dame m'a dit, je veux mes ongles. Que si je vais chez moi puis je reviens pour venir prendre mes ongles, que tu ne me donnes pas mes ongles. Tu vas voir de quelle voix je me chauffe. Les gens, même, moi-même, je ne comprenais pas. C'est quelle histoire de ongles? La femme l'a dit, elle veut ses ongles. Qu'elle est venue ici, la femme m'a coupé ses ongles. Que la femme l'a envoyé ça quelque part, elle a vu ses ongles. Bavardage, crier. Les gens sont venus intervenir, on a demandé pardon à la dame. La dame est partie. Après quelques temps, on entend dans le quartier que la femme qui fait les ongles, elle commence à se déshabiller. Qu'elle commence à perdre la tête. Parce qu'à un moment, son coin là, c'est comme si elle n'ouvrait. C'était plus elle-même qui venait. C'était les filles, les apprentis qui venaient pour venir ouvrir le coin. Et la dame, elle ne se sentait pas bien à la maison. Après ce temps, on a commencé à entendre que non. En tout cas, ceux qui la voyaient, moi, je ne l'ai jamais vu déshabillée. Mais c'est les gens qui les envoyaient les coups pour dire non, que la dame se mettait à parler seule d'abord. Après, elle a commencé à se déshabiller. Dans déshabiller, les gens l'ont attrapée plusieurs fois pour la rhabiller, mais c'était plus un truc où on pouvait l'attraper. Qu'elle se mettait à parler, à ramasser des trucs pour mettre sur elle, à parler d'autres trucs dans ces dits là. Qu'elle tentait de confesser, elle bavardait, parlait par la gauche, à droite, tout ça là. Et finalement, la dame s'est retrouvée au bord de la lagune. Parce que dans le quartier où j'étais pas loin de la lagune. Donc c'est là-bas, la dame partait s'asseoir. Puis elle parlait, criait, bavardait. Sur l'eau, elle bavardait, criait. DMG, la dame qui faisait les ongles. La femme est devenue folle. Et que c'était au bord de l'eau là-bas. Elle laissait sa maison. Elle ne partait plus chez elle même à la maison. Elle venait plus dans son coin où elle faisait les ongles même. Que c'était au bord de l'eau, elle partait rester là-bas. Elle était devenue folle, c'est là-bas, elle restait pour parler, déraper, délirer. Et c'est comme ça son coin là, petit à petit, les filles qui travaillaient là-bas là, elles ont commencé à cesser à venir travailler. Son coin est tombé en ruine. Parce que les filles qui venaient travailler, la mari qui venait travailler, c'est comme si il n'y avait plus de clientes. Donc les filles là venaient plus travailler, puis son coin est resté là comme ça. C'est tombé en ruine, ça s'est gâté. Et ces filles qui travaillaient, elles ont fait elles-mêmes leur propre coin qui a commencé à donner. Donc DMG, c'était la petite histoire de la femme qui m'avait insulté par rapport à moi-même. Aller arranger moi-même mes propres ongles. La dame là m'avait insulté. Je te l'avoue, elle avait gardé même ce rancune contre elle. Je disais que le jour qu'elle me saluait seulement, j'allais mal l'insulter. Il y a les ongles qu'elle ramassait là. Après les gens du quartier qu'elle prenait pour aller travailler ça. Et c'est ce qu'elle prenait pour travailler.
C'est là maintenant, tu vas entendre les échos du quartier. Non, elle-même n'était pas claire même. Ils vont donner le vrai nom même de son ethnie. Et non, elle n'est pas ivoirienne, elle est étrangère, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Elle-même là, elle avait toutes sortes de trucs. Elle avait des sécoris sur ses reins, elle avait des sécoris sur ses pieds. C'est rentré, c'est sorti. Parce que la femme faisait rasta. C'est ces rastas là même qu'elle prenait pour faire un médicament. Les gens du quartier ont jacassé, tout, ils ont tout dit sur la dame. Et non, elle n'était pas claire parce que souvent elle chassait les clientes. Souvent les clientes même se battaient entre elles. J'ai dit les clientes, elles se bagarraient entre elles à cause de je suis la première, non, je suis venue avant toi, comme ça. Et pendant ce temps, la dame elle assise là, puis elle les regarde se bagarrer. Elles en venaient même aux mains. Elles se frappaient même là. Souvent, mais c'est la dame qui discutait avec les clients jusqu'à elle se battait même avec ses clientes pour chasser ses clientes. Tellement elle avait du monde. Tellement elle avait du monde. Moi, je ne sais pas ce qu'elle avait vu sur moi pour me chasser la deuxième fois, mais Dieu est Dieu. Comme je te le dis toujours, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, mes chères sœurs et mes frères, allez faire ses ongles dans un salon de coiffure ou bien dans un hangar de onglerie là. Faites attention, c'est pas dans tous les coins on s'en va faire ses ongles. Parce que ce sont des choses qui poussent naturellement. Dieu t'a donné ça naturellement. Tu peux t'asseoir chez toi à la maison puis faire. Moi, l'idée même que je suis allée faire là, c'était juste ce jour-là. Je sais même pas ce qui m'a pris puis je suis allée faire. Je dis pas de ne pas aller faire ses ongles dans les salons de coiffure, mais faisons attention. Et puis prions beaucoup. Prions beaucoup. Quand tu te réveilles le matin, quand on fait ta petite prière, parce que tu ne sais pas ce que tu vas croiser. Dieu là, il empêche tout. Il te fait échapper dans beaucoup de choses. Prions Dieu. Dans des mystères, puis de la petite histoire. Merci de partager, de liker. C'est important. Ayons la prière comme ami quotidien. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG et à toute la communauté DMG. Voilà DMG, je t'encourage encore vraiment davantage dans ton œuvre que tu accomplis sur les réseaux parce que ça nous édifie véritablement. Bon, moi, ma petite histoire, elle s'est produite quand j'étais enseignante à la maternelle en fait. Alors, moi j'étais enseignante au bout de 4 ans. Juste pratiquement d'enseignement, 4 ou 5 ans d'enseignement, j'avais rencontré deux élèves qui étaient venus après un mois de la rentrée. Alors leur mère est venue les laisser en classe et parmi ces deux élèves-là, il y avait une qui était très belle, vraiment d'une beauté, cette petite, très belle et avec un très beau teint, très propre, vraiment. Et il y avait l'autre aussi. L'autre, elle n'était pas trop belle, mais elle était, comment on dit, elle était toute pâle, vraiment pâle, comme quand quelqu'un manque de sang, quand quelqu'un est vraiment anémié, quoi. Elle était vraiment toute pâle, au point où moi je me disais même qu'elle devait être malade, elle devait avoir une maladie, et tout. Bref, moi je les ai accueillis, je suis restée tranquille, et puis j'ai observé ça, je suis restée tranquille. Au moment où donc, je leur demande de se présenter, je demande à la première, celle qui avait l'air émaciée là. Je lui demande de se présenter, elle se présente et tout. Je demande à la seconde aussi de se présenter. Quand je demande à la seconde de se présenter, j'attends qu'elle se présente, elle me regarde, elle ne parle pas. Je lui dis, présente-toi, dis-moi comment tu t'appelles, d'où tu viens et tout. Elle commence pour seulement dire, je m'appelle. Elle a tiré le je suis. Au point où je lui ai finalement dit, non, laisse, t'inquiète pas, je vais demander à ta mère. En fait, c'est celle qui était très belle, qui était bègue comme ça. Alors, avec le temps, donc, je voyais que quand j'écris même au tableau et tout, celle qui était vraiment d'une beauté là, et bègue là, elle écrivait tellement bien que on avait l'impression que c'est elle, c'est moi qui avais écrit dans son cahier. Parce que moi, d'abord, de nature, j'ai d'abord une très belle main d'écriture. Donc, du coup, quand elle reproduisait ce qui est dans son cahier, tu avais l'impression que c'est moi qui avais écrit dans son cahier. Elle écrivait vraiment très bien. Et quand je voyais ça, je me disais, oh, regardez une belle petite fille comme ça.
Oh, maintenant, elle est bègue pour parler même, ce n'est pas facile. Et tout. Bon, moi, je suis restée tranquille. Bon, j'ai observé avec le temps et tout, et tout, et tout. Mais à chaque fois, je demandais toujours à leur mère que, mais pourquoi celle-ci, elle est comme ça? Tu es sûre qu'elle n'est pas malade? Tu es déjà allé avec elle à l'hôpital pour voir si elle n'a pas une maladie ou bien je ne sais pas quoi. Elle me dit que non, elle n'a aucune maladie. Je dis, mais pourquoi elle donc parle comme ça? Elle me dit elle ne sait pas. Que en tout cas, bon, elle est même pressée et tout, et tout, et tout. Je n'ai pas voulu aussi trop tirer. Je l'ai laissé partir. Alors, quelque temps, je commence à avoir mal au bras. J'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Déjà, même en entrant dans la salle de classe, j'avais commencé à remarquer que parfois, quand je quittais la maison, j'avais un programme. J'ai mon programme, je sais que bon, à telle heure, je vais faire telle chose, à telle heure, je vais faire ci, à telle heure, je vais faire ça. Mais après, quand je viens maintenant à mon heure pour faire tout ce que j'ai envie de faire, je me rends compte que, voilà, je suis d'une fatigue infernale. J'ai seulement envie de dormir. Dès que j'arrivais en classe, j'avais seulement envie de dormir, seulement envie de dormir. C'est-à-dire, je combattais seulement. Parfois, je priais comme j'avais pris. À un moment donné, quand j'ai remarqué ça, j'ai compris que ce n'était pas naturel, en fait. J'ai commencé à faire que quand j'arrivais en classe, je prie, je finis de prier. Et puis, je m'assois maintenant. C'est là où, bon, ça a commencé à chasser un peu le sommeil, là, et tout, et tout. Plus tard, donc, j'ai pris un programme de prière avec mes collègues qui, elles aussi, avaient fait la remarque que l'année, là, vraiment, c'était une année assez bizarre, quoi. On a donc commencé alors à prendre des programmes de prière. Même à l'école, on priait. Parce qu'on avait une collègue qui, en dehors d'être enseignante, elle aussi, elle était pasteur. Donc, c'est comme ça que... Bon, c'est comme ça que, donc, on a commencé avec notre programme de prière et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, j'ai commencé à faire la remarque que quand on priait beaucoup, les deux enfants là ne venaient pas à l'école. Les deux enfants là ne venaient pas. C'était comme ça tout le temps. Mais il suffisait que je relâche un peu la prière parce que vous savez, parfois, tu es très engagé dans la prière et tout. Après, à un moment donné, tu te refroidis un peu. Et j'avais donc fait la remarque que les moments où on est un peu en froid là, tu vas les voir là. Mais après, dès que je recommence avec les prières et tout là, bon, il faut que je prenne ma vie de prière au sérieux. Je recommence avec les prières, les enfants. Les deux filles, s'ils ne viennent pas à l'école. Alors, j'ai commencé à avoir mal au bras. J'avais mal au bras gauche. Mon bras gauche, ça me faisait mal à l'intérieur. C'est-à-dire, quand tu touchais ma peau à l'extérieur et tout, je ne sentais rien, ça me faisait pas mal. J'avais mal à l'intérieur, un peu comme dans l'os. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme ça que j'avais mal. Alors, je me suis dit que, mais peut-être que j'ai eu, je ne sais pas quoi. J'ai commencé à penser même aller à l'hôpital, qu'on me fasse peut-être une radio, qu'on me fasse ceci, jusqu'à mon bras a commencé à maigrir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai eu tellement mal que mon bras pesait. Donc je portais ma main comme ça. Je suis allée voir le directeur, je pleurais, j'ai dit au directeur que mon bras là, ça ne va pas. Et comme il savait que moi, j'étais d'abord une enseignante vraiment très engagée, très stricte, très sérieuse dans mon travail et tout. Je n'étais pas de ces enseignantes qui créaient toujours des trucs pour peut-être s'absenter et tout. Donc, quand il m'a vu, il a senti vraiment que c'était sérieux. Il m'a dit, bon, ok, il faut partir. Je suis donc allée, j'ai fait environ 3-4 jours. Hein. Donc, peut-être maxi une semaine, donc je ne me rappelle plus parce que ça fait quand même des années. Alors, quand je reviens, ma collègue, une de mes collègues, celle qui enseignait à la petite section, elle me dit, ah, je ne te dis pas. Je lui dis, il y a quoi encore? Elle me dit que tes deux filles, tes deux élèves, là, celle que tu aimais là, qui était belle comme ça, là, que tu disais qu'elle écrivait très bien, là, je dis oui, il y a quoi? Elle me dit que maman, tu ne connais pas ce qui est resté se passer ici quand tu n'étais pas là. Je lui dis, il y a quoi? Dis-moi non. Elle me dit que leur mère est arrivée là-bas avec les pleurs, pleurer. Oh, vraiment, machin. Quand elle demande de venir prendre les enfants, partir avec elle. Quand elle parle, donc, elle l'appelle. Que, mais c'est comment tu en pleures comme ça et tout, il y a quoi? C'est là où elle lui explique que elle vit, que ce qu'elle vit là et elle-même, elle est dépassée. Entre-temps, en début d'année, chaque fois que je voyais leur mère, elle avait toujours un ventre, un peu comme si elle était enceinte. Et moi, je lui demandais toujours que, mais c'est comment la mère de un tel?
pourquoi ton ventre est comme ça? Le petit frère est déjà en route. Elle me dit non. Je dis que non. Ou le ventre que moi je vois là, il y a l'enfant dans le ventre ici. Elle me dit non, machin. J'ai cru qu'elle faisait des trucs du genre qu'au début de la grossesse, tu ne veux pas que les gens soient au courant, quoi. Et tu caches d'abord. Alors c'est ce que moi je me suis dit. Oh, chaque fois je lui parlais de ça. Quand j'ai vu les mois passer, elle dit que mais le ventre, c'est comment? C'est comment? Elle me dit que ouais, la maîtresse de... Elle donne le nom de sa fille. Vraiment, je ne suis pas enceinte. Je t'ai dit dans la vérité, je ne suis pas enceinte. Elle dit ah ok. Quand je reviens donc après mon séjour là, que j'avais mal au bras et tout, j'avais un ami pasteur qui était venu. Donc, bon, lui et moi, on discutait souvent de temps en temps et tout. Pendant qu'on discute, sa femme qui était prophétesse lui dit que le Seigneur est en train de lui dire que j'ai mal au bras, voilà. C'est qu'on est en train de manger mon bras petit à petit. Oh. Quand il m'a d'abord dit ça, j'ai commencé à pleurer. Que moi, j'ai fait quoi à qui? Je dois à qui? Moi, je n'ai rien fait à personne. Pourquoi on me mange maintenant que j'ai fait quoi? Et tout. Donc, elle lui a expliqué qu'on était en train de me manger comme un plat, non? Comme un plat, on mange un peu, qu'on doit prier. C'est comme ça que, et ils ont quitté, ils habitaient très loin, c'était même encore dans quel quartier là, un quartier un peu lointain, très loin vraiment de chez moi. Hein. Ils sont quittés de là-bas, ils sont arrivés à la maison, ils ont prié pour moi et tout, ça allait déjà. Donc c'est pendant la période où moi je n'étais pas là, sur le travail là que moi je faisais en fait. Donc après, quand j'ai vu que ça allait déjà, j'ai donc repris l'école. C'est comme ça que je viens trouver donc ma collègue qui me dit que les choses sont restées se passer ici avec mes 2 élèves et tout. Elle commence à me raconter que le jour où leur mère est arrivée là, leur mère est en train de pleurer et tout. Maintenant, quand elle lui a demandé que vraiment, pas, il y a quoi, c'est comme ça, comme c'était la pause. C'est comme ça que la mère commence donc à raconter que en fait, celle que je dis qu'elle était souvent un peu comme émaciée là, comme quelqu'un qui manquait de sang là. En fait, depuis qu'elle est avec leur père, parce que la femme en question, ce n'était pas leur mère biologique. C'était la copine de leur père qui l'a pris que bon, viens rester avec, bon, un peu comme sa femme, si je peux dire, en concubinage, quoi. Et maintenant, celle qui était d'une beauté, là que je disais qu'elle était vraiment très belle, elle sortait du village. Donc, c'était la petite sœur du monsieur. Hein, la petite sœur du monsieur. Et l'autre petite fille était la fille du monsieur. Ça veut dire que la petite qui était d'une beauté là, elle sortait du village. Et elle était la tante de celle qui était souvent émaciée, la petite tante, mais sauf qu'elles étaient dans les mêmes tranches d'âge en fait. Maintenant donc, elle se met à expliquer que vraiment là où on les voit là, ce ne sont même pas ses enfants. Non, elle était même d'abord étonnée parce que les enfants là étaient toujours très propres. Elle savait toujours les goûter et pas n'importe quel goûter, les goûters préparés et tout. Donc tu sens vraiment qu'elle prenait vraiment soin et tout, toujours propre. Je dis vraiment propre et tout. Je disais, hey. Elle me dit, je lui dis, mais comment ça se voit pas ses enfants? Elle me dit que oui. Je te dis, elle prenait soin alors vraiment des enfants là comme si c'était les siens. Elle dit qu'en tout cas, ce n'est même pas là où le bas blesse. Elle me dit, elle était en train de lui raconter qu'elle est en fait la femme de leur père. Et maintenant donc, depuis un moment, la petite fille, celle qui était toujours émaciée là, parfois elle est comme ça là, le sang finit dans son corps. On la porte, on l'amène à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien. Et puis, quand on la, comment on dit, quand on la transfuse, ça va déjà, elle rentre au quartier. Maintenant, quelques temps après, elle rechute encore, on la porte, on l'amène à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien. Elle dit qu'en plus de ça, elle-même, voici déjà où c'était combien d'années, où c'était 4 ans, où c'était entre 2 et 4 ans, qu'elle aussi, elle cherche l'enfant. Que son ventre-ci, c'est que souvent son ventre là, ça gonfle comme ça là. Après un temps, ça commence à lui faire mal. Elle est déjà partie avec son ventre-ci à l'hôpital. Aller faire tous les examens possibles. On ne voit rien. Quand ça commence à faire mal comme ça, ça fait mal. Après, bim, la douleur là s'arrête seule. Le ventre rentre encore. Donc son ventre redevient normal. Donc ça devient ballonné à un moment. Après ça commence à faire très mal. Ensuite maintenant, quand elle part à l'hôpital, malgré tout ce qu'elle prend, ça ne fait rien. Après la douleur s'arrête seule.
Elle dit alors donc, en fait, donc, dans ces cas-là, dans ces situations-là, voilà donc celle qui a souvent l'air émaciée-ci commence donc toujours ces mêmes choses-là que oh, ça ne va pas, elle n'a plus le sang dans le corps, on la porte, on l'amène. On avait mis où c'était 2 poches de sang. Quand on met comme ça, c'est là où un infirmier qui était là-bas lui dit que vraiment, ma fille, ma soeur, là où tu es là, l'affaire, ce n'est plus de l'ordre de l'hôpital. Il faut partir un peu marcher avec l'enfant là. Parce que ici au Cameroun, quand on te dit d'aller marcher, ça veut dire que commence un peu à aller voir si ce n'est pas mystique. C'est comme ça qu'elle porte donc l'enfant, elle se renseigne. On lui dit qu'il y a une maman là à tel endroit, comme ça, vraiment, la mère elle est prête, va la voir. Elle porte, n'est-ce pas, ses 2 pieds pas pour voir la main, non. Elle arrive donc avec celle qui est massiée ici, l'autre est restée à la maison. Quand elle arrive donc, elle trouve la mère, elle est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre, elle attend. Et puis, quand la mère se libère, elle la regarde. Elle dit alors, elle lui demande que oui, ma fille. Elle dit que oui, je suis venue avec ma fille ici parce que. Quand elle veut commencer à trop expliquer, la femme là lui dit arrête. Elle lui demande d'abord, à part celle-ci, tu as une autre fille à la maison, non? Qui est aussi du même âge qu'elle. Du même âge. Elle dit oui. Elle dit avant de commencer, va d'abord chercher celle que tu as laissée à la maison, là, elle vient d'abord. C'est comme ça qu'elle rentre à la maison. Et elle laisse l'autre. Entre-temps, il y a eu une autre situation qui s'était passée. Donc, celle qui était souvent émaciée là, la semaine où moi je n'étais pas là, paraît-il qu'elle était arrivée à l'école avec un œil au beurre noir. Quand maintenant, donc, les gens lui demandaient que tu as eu quoi, elle parce que t'a dit que oh, elle est tombée. Donc, elle avait vraiment un œil au beurre noir et tout. Donc, quand elles sont dans là-bas chez la femme, je sais pas où c'était prophétesse, c'était quoi, je sais pas. Et tout, elle lui dit rentre chercher l'autre fille. Quand elle ramène dans la fille, elle lui demande, qu'est-ce que vous faites à votre mère? Pendant qu'elle est en train de parler comme ça, là, qu'est-ce que vous faites à votre mère? Elle lui dit que elle lui dit rien, quoi. Elle répond pas. Il se retourne, il se regarde, quoi. Excusez-moi, c'était mes enfants. Il se retourne et regarde. Personne ne parle. Elle dit après elle dit toi, en montrant celle que j'ai dit qu'elle était très belle là. Toi, dis ce que tu fais à votre mère. Elle commence, elle lui dit arrête, parle bien. Elle reste calme, elle ne parle pas. Vous savez que dans les choses là, il y a l'esprit. Quand tu trouves celui qui est au-dessus de toi, elle veut faire la femme là, la gronder. J'ai dit parle et parle bien. C'est comme ça que la fille commence à raconter comment, oh, elle est là, elle est sorcière. Que c'est elle qui dérange leur mère. Elle dit, tu déranges ta mère comment? Elle est là, elle tourne, elle ne parle pas. Elle prend maintenant celle qui est souvent émaciée là. Elle dit, dites à votre mère, dis à ta mère ce qu'elle te fait. Elle parle comme ça, celle-là aussi est là. Comme ça, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle dit, qu'est-ce que tu as eu à l'œil? Elle ne parle pas. Qu'est-ce que tu as eu à l'œil? Elle ne parle pas. Elle lui dit, tu vas me dire, tu vas dire à ta mère. C'est comme ça que la femme lui dit donc que là où tu vois là, celle-ci elle est sorcière. Et elle a déjà initié celle-ci parce que celle-ci a déjà bu le sang et mangé la chair humaine. Donc on l'a déjà initiée à la sorcellerie. Comme tu la vois là, elle a l'esprit d'un homme en elle. Et bon, je ne vais même pas parler. Toi, raconte ce qui s'est passé pour que ton œil soit comme ça. C'est comme ça qu'en la menaçant, donc, celle-là se m'a raconté que, en fait, l'autre qui est d'une beauté là, pas souvent, couche souvent avec elle, que en fait, ils sont partis derrière la maison, et puis l'autre voulait encore faire, mais elle ne voulait pas. Elle a insisté, mais elle ne voulait pas. Ça l'a donc énervé. L'autre lui a donné le coup de poing.
Oh, j'ai même d'abord commencé à rire que le coup de poing comment et qui est donc comme un homme peut dire que bon, elle est payée le coup de poing. Je suis restée, j'ai dit que mais ça c'est quelle histoire ça encore. Oh. Elle dit que non, elle a donné le coup, lui a donné le coup de poing. Il dit que c'est vrai, non, elle regarde l'autre secoue la tête que oui. Elle lui dit alors donc dis tout. Après, c'est là où c'est alors qu'elle bègue là, en menaçant celle-là. Elle commence à dire que c'est que dans la nuit, c'est elle qui couche souvent avec leur mère et que quand le mal de ventre que leur mère a souvent là, c'est que quand elle couche avec leur mère tombe enceinte. Ensuite, maintenant, c'est pour ça que son ventre gonfle souvent. En fait, quand elle est souvent enceinte là, c'est que là-bas là, à la sorcellerie, elle est enceinte. Maintenant, quand son ventre fait souvent trop mal là, c'est quand elle accouche. Donc, là où elle est là, elle a déjà 4 enfants à la sorcellerie et tout et tout. Oh, 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 oh. La mère est restée comme ça, étonnée. Étonnée, les enfants ont commencé à parler, tout. L'autre dit comment, celle qui était toute belle là, comment, oui, l'autre qui est toujours malade là, que son sang finit là, c'est parce que elle suce son sang à la sorcellerie. Expliquer. C'est là où la mère donc réunit même les pièces du puzzle, parce qu'elle disait que parfois même quand ils ont fait une bêtise, dès qu'elle est grande, c'est comme ça que l'argent disparaît dans la maison. Et l'argent disparaît quand son mari est là, et puis son mari a commencé à l'accuser puisqu'ils étaient seulement 4 avec les 2 petites filles de 5 ans ci, parce que les 2 avaient 5 ans, avec les 2 petites filles de 5 ans ci, et la femme et le père. Si l'argent disparaît dans la maison, les fortes sommes, ça veut dire forcément que c'est la mère qui prend, non? Donc ça avait déjà fait des problèmes jusqu'à le gars ne dormait même plus à la maison, il venait seulement, il laissait l'argent de ration pour que ses enfants mangent, c'est tout. Il ne laissait l'argent de ration que pour que ses enfants mangent. Mince. C'est donc comme ça que on a été, elle s'est mise à comprendre. Ils ont commencé à expliquer que oui, même les argents qu'elle cherche souvent là, parfois c'est elle qui donc, quand elles sont peut-être assises là avec elle au salon, qu'elle pose peut-être l'argent, ce sont elles qui déplacent souvent pour aller mettre à tel endroit, comme ça, elles se sont mises à parler. J'ai dit que la petite qui bégayait là, que pour qu'elle dise seulement je m'appelle là, c'est elle que tu me dis qu'elle parle. Elle me dit que ouais, je te dis que dès qu'elle a voulu commencer, la femme lui a dit arrête, parle bien. Elle a bien parlé. Donc, c'est là où j'ai compris que il y a vraiment, chaque métier est risqué. Ce n'est pas seulement aller dans l'armée, se faire tirer dessus. Il y a des risques partout. C'est-à-dire, tu es là avec des petits-enfants de 5 ans. Tu te dis que ce sont des petits-enfants. Et tout. Or, c'est là où je me rends donc compte qu'effectivement, ça doit être elle qui avait même commencé à me traumatiser. Peut-être même c'est ma prière qui avait même fait qu'au finish, elles ne finissent pas avec moi. Et tout. Dieu merci. Donc, c'était mon histoire. C'est long, mais bon. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Je viens apporter ma petite contribution avec l'histoire que moi-même j'ai vécue. Voilà, que j'ai vécue. Donc, dans mon quartier, on avait un voisin. On avait un voisin qui habitait net derrière net derrière chez moi. Voilà, donc, il habitait derrière là. Et puis, c'était le genre de voisin qui aimait se faire voir. Vous voyez, le genre de voisin orgueilleux, impoli, insolent. Voilà, qui aimait se faire passer pour le plus dur, le plus courageux, le plus fort. Donc, c'était mon voisin, il était comme ça. Et il importunait vraiment tout le monde, il suffisait seulement d'avoir une petite difficulté ou il suffisait d'avoir une petite interaction avec lui et ça dégénérait, ça tournait parfois au vinaigre. Et puis, le voisin, là, il n'habitait pas seul. À l'époque, il était avec ses oncles et avec sa famille. Et il y avait un manguier sur leur terrain. Donc, le manguier, là, il n'était pas trop grand. C'était un manguier moyen. Le genre de manguier, quand on vient de le planter, et puis quelques années plus tard, il commence à donner
les fruits. Donc le manguier n'était pas encore assez grand, mais il produisait déjà des fruits. Maintenant, l'un des oncles de mon voisin en question était très étrange. Il était vraiment très étrange parce que dans le quartier, on le retrouvait même parfois en train de piller les femmes dans le noir. Si les femmes avaient des douches dehors, il se mettait là-bas tout nu et puis il convoitait les femmes. Il avait vraiment un comportement étrange. Et puis, il faisait des pratiques. Il faisait vraiment des pratiques occultes. Il était, en un mot, c'était un sorcier. C'était un sorcier. Et puis, un jour, on l'a surpris en train d'aller chercher la terre dans un cimetière. Et il a apporté la terre là, et il a fait de ça une poudre. Donc, il a écrasé, il a fait sécher. Et puis, la terre est devenue comme vraiment de la poudre. Comme de la poudre. Et la nuit, souvent, on le voyait en train de faire des incantations chez lui là-bas. Il faisait des incantations et il soufflait la poudre là autour du manguier. Vraiment, il faisait des choses étranges. Et puis, ce qu'il faisait, le voisin, son neveu, donc le voisin orgueilleux, je vais le nommer Violent. Voilà. Donc, ce que l'oncle faisait, Violent, lui, il n'appréciait pas du tout. Il n'appréciait pas du tout. Et déjà que Violent ne voulait plus voir ses oncles là sur le terrain familial parce que pour lui, le terrain lui revenait parce que c'est sa mère qui avait investi là-dedans. Donc, parfois, il y avait des altercations, parfois, il y avait des disputes vraiment très, très, très violentes. Mais comme, vu leur comportement dans le quartier, personne n'osait aller séparer souvent ce qui se passait entre eux. Et puis un jour, Violent avait pris la décision d'abattre le manguier. D'après lui, son oncle faisait la sorcellerie et le manguier lui servait de perchoir, comme quoi il se transformait en oiseau nocturne et il sortait en vampire, il se posait là, il faisait des incantations. Pour Violent, le manguier servait à son oncle de cimetière ou d'un lieu de culte ou comme un hôtel, là où il prenait leur nom, il écrivait, il faisait des incantations et il les bloquait. Et donc, du coup, un jour, Violent a décidé d'abattre le manguier. Vraiment, il a pris la hache, il a commencé à abattre le manguier. Donc, quand il a abattu le manguier, l'oncle n'était pas là. L'oncle était sorti. Donc, derrière l'oncle, il a battu le manguier. Mais vraiment, Violent était un gars très fort, hein, physiquement. Donc, ça ne lui a pas pris trop de temps. Il a réussi à battre le manguier. Quand il a battu le manguier, je vous assure, la pluie a commencé à tomber. Une pluie forte et violente. La pluie a commencé à tomber. Donc, sous la pluie, là, il a fini d'abattre le manguier. En même temps, il était en train de faire ce qu'on appelle généralement, pour ceux qui connaissent le travail d'abattage, il était en train de faire l'ensoleillement. Donc, il coupait les branches, il taillait pour pouvoir découper le tronc et pouvoir jeter le manguier dans la petite... voilà, à côté de la maison, de mettre les bois à côté. Et sous la pluie, quand il a terminé, Violent est allé mettre la serviette. Je crois qu'il était allé à la douche. Et puis, tout d'un coup, on a entendu des cris. Oh, oh, c'est pas possible. Oh, des cris de douleur, des cris d'agonie, des cris... Non, on dirait qu'on était en train de le... Je ne sais pas. On dirait qu'il y avait des gens qui étaient en train de le torturer. Il agonisait. C'était des cris violents. Le jour-là, je me souviens que j'étais à la maison. J'étais là avec ma grande sœur. Et on était là. On entendait les cris. Mais vraiment, notre maison et la sienne, c'était vraiment voisin. Donc, il était là, il criait, il agonisait. C'est comme ça que j'ai dit à ma sœur que... allons quand même voir, on ne peut pas laisser quelqu'un en train d'agoniser comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
Ma grande soeur a mis les chaussures, on est descendu, on est allé derrière la maison, on est allé voir le voisin. Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, on a trouvé ce costaud gars. Le costaud gars étendu à même le sol avec la serviette. Mais il était quasiment nu. Dieu merci, il avait la serviette sur lui. Donc, il avait porté la serviette et il criait. Mais vraiment, il criait, il agonisait. On est arrivé, on a cogné, on a toqué à la porte. Et puis on a dit, Violent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à pleurer lorsqu'il nous a vus. Oh, je ne sais pas. J'ai fini d'abattre le manguier. Maintenant, le manguier est tombé. Quand j'ai fini d'abattre le manguier, je suis allée me laver. Puis tout d'un coup, j'ai senti comme un coup de fusil à la cuisse. Oh, Saint-Esprit. Un coup de fusil à la cuisse, oui, à la cuisse. Donc, il avait ressenti une douleur, une forte douleur, effectivement, comme un coup de tonnerre dans l'entrejambe, c'est-à-dire entre la naissance, la fin des testicules, excusez-moi, voilà, et la naissance de la cuisse. Net là, il criait, il agonisait. On n'a pas eu le choix. Il a levé la serviette et puis on a regardé, mais bizarrement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'anormal. La couleur de la peau était normale. Ah, ma grande sœur, on s'est regardé. Je vous assure, c'était pas facile à regarder parce que c'est vrai que Violent était quelqu'un de très, très, très impoli. Il manquait de respect à tout le monde, mais le voir là, comme ça, dans cet état, ne sachant pas ce qui lui arrivait, vraiment, franchement, c'était pas une occasion pour nous de nous réjouir. Donc, vraiment, il expliquait et il agonisait, il était là, il était allongé. C'est comme ça que j'ai dit à ma grande soeur, viens, on va prier. Viens, on va prier. Et pourtant, le Violent en question, il se moquait de nous souvent, de nos prières et tout. Et puis, j'ai dit à ma grande soeur, je lui ai intimé, j'ai dit non, viens, on va prier pour lui. La grande soeur, elle a beau hésiter. Après, elle a dit, bon, d'accord, tu as raison, viens, on va prier. On va prier, on a commencé à prier, on a proclamé des paroles, on a prié vraiment, on a saturé la maison, et parce qu'il était au salon, donc on a saturé le salon de prière, et tout d'un coup, l'atmosphère a commencé à changer, je vous assure, l'atmosphère a commencé à changer, il y avait comme un mélange de gloire de Dieu, comme un mélange de ténèbres en même temps. Tu sentais qu'il y avait un combat qui se faisait. Et lui aussi, également, il avait remarqué ça. Quoique païen, il ne croyait pas en Dieu, pas du tout. Et on a intensifié la prière, on a prié. On a pris de l'huile qu'on a béni sur place. On a imposé les mains, on a déclaré des paroles. Vraiment, c'était une prière de combat. Vraiment, c'était très, 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 mais très fort. Et puis tout d'un coup, pendant qu'on priait, on ne s'était même pas rendu compte que Violent ne se plaignait plus de douleur. Et puis parce que quand on était arrivé, j'ai oublié, il chauffait. Tout son corps était brûlant. Et pourtant, il disait qu'il ne faisait pas de fièvre, mais son corps était brûlant. Très brûlant. Donc on a prié, on a déclaré des paroles. Vraiment, on a libéré la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus. On a réclamé. Avant tout ça, on a d'abord demandé pardon pour lui. Vraiment, on a demandé pardon à Dieu pour lui, son attitude, son cœur, son état d'esprit. Et après, on a prié en langue. Et tout doucement, on n'a pas compris comment. On a vu seulement Violent. Il a commencé à se sentir bien. Après, on a rendu grâce à Dieu. Et tout d'un coup, il s'est assis et puis c'est comme s'il était dans un autre monde. Après, il est revenu en lui. Et puis, vraiment, il était là en train de nous dire merci. Vraiment, merci. Il nous a remercié qu'il se sentait bien. Il se sentait mieux. Et puis, même le corps brûlant, il ne ressentait plus rien. Et puis, on l'a laissé. On lui a demandé de s'habiller, de se couvrir parce que la journée était vraiment bizarre. La journée était le genre de journée quand il pleut abondamment, sans cesse, non-stop.
C'était vraiment humide la journée. On lui a demandé de se couvrir, de boire quelque chose de chaud, de s'allonger, de ne pas, voilà, de ne plus penser à ça. Et c'est comme ça que quand on est rentré, ma soeur et moi, parce qu'on lui avait demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit, il nous avait raconté qu'il voyait son oncle donc en train de faire des incantations, des pratiques autour du manguier. Et lui, il voyait des choses la nuit, comme quoi son oncle se transformait en oiseau et il venait se poser là, il faisait des incantations sur eux. Il avait décidé de couper le manguier parce que c'était un hôtel de sacrifice, là où son oncle faisait des incantations avec leurs noms, les noms des membres de leur famille. Et c'est comme ça que lui, il avait décidé d'abattre ce manguier-là. Et quand il a abattu, donc dès qu'il a abattu le manguier, il a senti comme un coup de tonnerre dans l'entrejambe. Vraiment. C'était une grâce certainement que ma soeur et moi, on fut là sur place le jour-là. Et je vous assure que violent, il avait une courte mémoire, parce qu'après cet épisode, il n'était pas du tout reconnaissant. Il a été quelques jours seulement, après il a repris sa violence verbale, son chantage quasiment verbal et tout vis-à-vis des gens, son impolitesse. Et puis bon, on l'a laissé comme ça, on a juste béni le Seigneur parce que Dieu nous avait utilisés pour son bien. Donc, c'était là ma petite histoire. La morale de l'histoire ici, certainement, serait que, voilà, peut-être ne pas aller toucher aux choses sataniques quand on n'a pas de protection, quand on n'a pas vraiment de protection divine, parce que les ténèbres et la lumière, pour vaincre les ténèbres, il faut être revêtu de lumière. Or, lui, il n'avait pas le Seigneur Jésus, il ne priait puis il n'avait rien. Et il a voulu aller combattre quelqu'un qui était supérieur à lui dans le monde mystique. Et il a été frappé. Donc, voilà, c'était un peu ça. Avant d'aller combattre, même les chrétiens, avant de s'engager dans un combat spirituel, rassurez-vous de confesser vos péchés, rassurez-vous de vous couvrir du sang de Jésus. Vraiment, si vous êtes dans une église, si vous avez fait alliance avec vous avez un père spirituel, recouvrez-vous de son manteau et rentrez dans le combat spirituel pour que vous ayez une protection sûre afin de remporter la victoire. C'est très important. On ne s'attaque pas à plus grand que soi dans le monde spirituel. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup. Likez, partagez et surtout ramenez également des histoires parce que la communauté en a besoin. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté. Merci beaucoup DMG. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Grâce à toi, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des choses que je pensais impossibles auparavant. Maintenant, j'ai compris que tout est possible. Merci beaucoup. Bon, je vais vous raconter une courte histoire. Une histoire qu'on m'a racontée en 2021. Une histoire qui s'est passée au Mali, précisément à Bamako. Il y avait une fille qui aimait un peu la belle vie et qui sortait de temps en temps la nuit. Un jour, elle était sortie la nuit. Elle était bien habillée. Et il y avait un monsieur qui l'a vue. Et le monsieur était dirigé vers elle. La saluer en l'adressant des belles mots, soit disant qu'elle est belle, elle est attirante, tout et tout. Le monsieur dit qu'il aimerait vraiment passer une nuit avec la fille. Le monsieur était très choqué, il avait une très belle voiture. La fille dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur, du coup, il demande à la fille qu'elle a besoin de combien pour partir avec lui. Elle dit son prix. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Il dit, mais lui, il n'aime pas l'hôtel, il a sa propre maison, ils vont partir là-bas.
La fille aussi dit, il n'y a pas de souci. Après, la fille monte dans sa voiture. Le monsieur avait pris un long chemin. Donc, ils ont fait encore un long parcours. Après, ça commence à pleurer dans la voiture du monsieur. Le ça pleure avec des cris, pleure. Et la fille pose la question à le monsieur. Mais pourquoi ton ça pleure? Pourquoi il crie? Le monsieur répond, il veut que tu lui donnes tes seins, il va t'aider. La fille dit, jamais donner mes seins à un chat, je ne ferai jamais quelque chose pareil. Et le monsieur fait sortir son arme et pointe sur la tête de la fille. Il dit, tu lui donnes tes seins ou bien je te tue. La fille, par peur, elle enlève son habit et puis elle enlève ses soutiens. Dès qu'elle enlève ses soutiens, le chat court à toute vitesse pour venir. Il prend le premier sein, il tète. Après, il prend le deuxième sein, il tète. Et quand le chat avait fini de téter, il arrête de pleurer et de crier maintenant. Et puis la fille commence à vomir de l'argent. Elle vomit de l'argent. Elle vomissait de l'argent pendant des heures. Après, le monsieur la demande de se reposer. Que repose-toi, tu es fatiguée maintenant. La fille arrête de vomir maintenant. Le monsieur prend 3 millions. Il dit, tiens cet argent et rentre chez toi. Une fois à la maison, tu prends cet argent, tu donnes à ta maman. Pendant 3 jours, tu vas mourir. La fille rentre avec cet argent. Et quand elle était rentrée à la maison, elle a expliqué à sa maman ce qui s'est passé. Et puis, elle a remis les 3 millions. Quelque temps après, elle est tombée malade. Elle se plaignait de sa tête. Elle était couchée. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, à 16h, 17h. À 16h passé 17h moins, la fille était décédée. Elle mourra. Donc, c'est comme ça l'histoire s'est passée. Oui, moi je tiens à conseiller nous les filles qui aiment de l'argent et qui aiment les beaux hommes. Et c'est pas simple. Les hommes qu'on aime là et on compte sur eux d'avoir un peu d'argent là et ils comptent sur nous d'avoir les millions. Donc faisons très attention, que Dieu nous protège. Merci beaucoup DMG. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.